Rachida Dati est avec nous, députée européenne, maire du 7e arrondissement de Paris. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous dérouter pour commencer. Est-ce que vous avez pensé à vous convertir au catholicisme? Je comprends même pas cette question. Ah c'est bon marrant, mais j'en parlais juste avant de rentrer dans le studio. Ah bon, bah non, parce qu'on m'a parlé de Ah bon, d'accord. On me parle de ça. Je ne lis plus les articles qui sont... Paris Match l'affirme. Non, Paris Match. Véronique Jacquier, c'était ce matin, nous dit que vous rencontrez régulièrement le curé de l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement. Vous avez été reçu à Rome, c'est vrai, par le pape François. Est-ce que je peux répondre un tout petit peu là? Allez-y. D'abord, Monseigneur Chauvet, pour lequel j'ai le plus grand respect, qui est effectivement le curé de la paroisse Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement, je le connais depuis très longtemps. D'abord, c'est quelqu'un de très ouvert, très œcuménique, on parle spiritualité, et je peux vous dire que son église est pleine tous les dimanches. Donc, je fais partie de ces paroissiens. Pleine de paroissiens et d'électeurs. Tout à fait. Non. Non, mais... C'est marrant, alors pas vous, et pas vous. Je vais vous dire, j'ai fait 18 ans chez les Carmélites. Voilà. Mes enseignantes étaient des sœurs, les offices religieux, j'ai toujours participé, et depuis que je suis élue maire, c'est pas maire du 7e, je vais dans les paroisses, comme je vais, j'assiste au culte protestant. Effectivement, moi, je fais honneur à ceux qui animent cet arrondissement. Attendez. Et bien avant d'avoir été élu maire, je participais à des offices. Parce que, vous savez, moi j'ai le respect de la religion, de toutes les convictions religieuses, donc il faut arrêter d'en faire. Mais vous savez, ceux qui parlent de ça sont des gens aigris, envieux, ils ne supportent pas ce que je suis. Vous allez à la mosquée parfois? Non, parce que si vous voulez, parce que d'abord j'en ai pas dans le 7e. Et puis à la fois sur les mosquées, les rituels, il n'y a pas d'obligation de rituel. La messe le dimanche, ça faisait partie de mon enfance, dans l'école où on était. Donc, vous savez, vous ne vous convertissez pas, rien de tout ça. Vous faites taire toutes ces rumeurs. Vous ne connaissez pas ma confession, vous ne connaissez pas mes convictions religieuses, mais j'ai le plus grand respect pour toutes les religions. Je vous le dis, ça fait partie. Vous êtes croyante? Au sens le plus large, la spiritualité fait partie. Vous êtes croyante? Mais là, vous êtes dans l'intime. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes dans l'intime. Vous pouvez me répondre ou ne pas me répondre, c'est votre droit. Je suis dans l'intime. Je considère que la foi, ça fait partie de ma vie. Voilà. Moi, je suis croyante, mais c'est la première fois que je dis ça dans le cadre d'une interview. Je considère, vous savez, moi, j'ai jamais fait état de mon intimité. C'est ce qui agace d'ailleurs certains, mais c'est ce qui me permet aussi d'avoir la vie que j'ai, d'être tout à fait dans l'équilibre et aussi dans la sérénité. Donc, je vais quand même pas aller dire où sont les clés de mon bonheur ou de mon équilibre. Si vous voulez, ça serait dommage, parce que là, déjà, j'ai droit à aller aux poubelles, aux boules puantes. Qu'est-ce que vous avec la déchetterie entière. Qu'est-ce que vous avez comme poubelles et boules puantes, Rachida Dati? Non, parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours victime. Alors donc, je ne parle plus de rien, parce que si on dit ce qu'on se prend, on est victime. Si on dit rien, on est suspect. Donc on fait quoi? Alors dites ce que vous prenez, c'est mieux. Je prends quoi? Parce que moi, vous assumez ce que vous prenez, ce que vous pensez prendre. Mais non, mais parce que maintenant... Qui vous en veut? Mais personne. Bon, plus personne. Plus personne. Un temps, c'était François Fillon, mais c'est fini tout ça. Vous savez, il y en a certains qui ont des haines tenaces. Moi, j'ai pas de haine. J'ai pas de haine. Lui a une haine tenace contre vous. Mais est-ce que j'ai dit ça? Non, de grâce. C'est la première interview de retour de vacances. On peut être détendu. Bonne année à tout le monde. Non, mais on peut aussi parler d'autre chose que... On va parler d'autre chose. Oui, on va parler d'autre chose. Rien d'important. Oui, on va parler de politique. C'est important puisque vous en faites, Rachida Dati. Voilà, là on est dans le cœur du sujet. Mais je voudrais quand même parler de deux choses avant de parler politique largement. Des Femen et de Dieudonné. Les Femen, quand vous voyez ces actions conduites notamment dans des églises, Notre-Dame ou autres églises, qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements? Je les ai condamnés, j'ai fait des communiqués de presse, je suis intervenue, je trouve ça absolument inacceptable et intolérable. Voilà. Et en plus dans les églises, je trouve, parce que c'est comme le catholicisme, qui est souvent attaqué, qui est souvent dénigré, mais je trouve qu'on ne défend pas cette religion assez. Elle est victime de gens qui n'ont rien à voir, ni avec la démocratie, ni avec des idées, ni avec... Moi je ne sais pas quelles sont les opinions que défendent les Femen. Que défendent les Femen. Vous pensez qu'on défend... Elle doit peut-être condamner. C'est une liberté d'expression. Une liberté d'expression que l'on doit préserver. De se mettre nu dans une église, d'uriner sur des santons. Moi, je ne considère pas que c'est la liberté d'expression. On parlait de dignité humaine, justement, dans toutes les affaires actuelles. Je trouve que c'est une atteinte à la dignité humaine aussi.
Dieudonné, c'est une atteinte à la dignité humaine. Les propos et le comportement de Dieudonné tombent sous le coup de la loi. Donc il faut les dénoncer et les condamner. Moi, je vais vous dire ce qui me met très mal à l'aise dans cette affaire. C'est l'hypermédiatisation, je trouve, de cette affaire. Parce que... Elle est voulue, selon vous? Elle est voulue par Manuel Valls? Justement, je vais vous répondre. Je trouve que cette hyper-médiatisation donne un écho et une tribune à Dieudonné qu'il n'aurait jamais eu. Et moi, ce qui me gêne chez M. Valls, je pense qu'il fait une diversion en étant mobilisant sa fonction, son statut, son ministère, ses préfets, en mobilisant, je trouve, de manière excessive sur cette affaire. Mais il est soutenu par l'immense majorité de la classe politique, hein, vous l'avez remarqué. Oui, moi, là où je soutiens, c'est qu'il faut dénoncer les propos de M. Dieudonné et les faire condamner. Si vous étiez ministre de la Justice, auriez-vous demandé l'interdiction des spectacles de Dieudonné? Non, parce que d'abord, c'est pas le ministère de la Justice qui l'a demandé. Non, je sais, c'est le ministère de l'Intérieur. Moi, je trouve, M. Valls, les moyens qu'il met dans cette affaire, il devrait les mettre dans la délinquance qui gangrène notre société. Est-ce que vous demandez l'interdiction des spectacles? Justement, je vais y venir. Je trouve que les moyens... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de moyens mis en œuvre par M. Valls dans cette affaire, alors que Mme Taubira, à part l'indignation, je n'ai pas entendu son action. En tant que ministre de la Justice, elle devrait, effectivement, au lieu de faire une circulaire au préfet, parler avec les préfets. Cette circulaire les met très mal à l'aise, parce qu'elle est très compliquée à mettre en œuvre. Très compliquée. Et moi, je vais vous dire, j'espère que M. Valls sait très bien ce qu'il fait, parce que le pire serait qu'effectivement, M. Dieudonné fasse des recours, qu'il gagne, et que l'État soit obligé de l'indemniser avec nos impôts, Monsieur Bourdin. Ça, c'est choquant. Alors justement, nous allons réfléchir à cela. Justement, les moyens mis en œuvre par Monsieur Valls devraient être donnés au ministère de la Justice pour que les procureurs puissent poursuivre Monsieur Dieudonné, le renvoyer devant le tribunal, le faire condamner, d'une part, et d'autre part, que ces moyens soient aussi donnés au ministère de la Justice pour faire exécuter toutes les condamnations de M. Dieudonné qui n'ont pas été, exécutés à ce jour. Est-ce que vous demanderiez, mais je vous repose la question, l'interdiction des spectacles? Moi, je crains que l'interdiction... Vous ne demanderiez pas l'interdiction? Non, parce que je crains que cette interdiction soit qualifiée juridiquement comme une atteinte à la liberté de réunion ou d'expression. Il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, l'éventualité de troubles à l'ordre public, est-ce un motif recevable et suffisant pour interdire? Non, parce que d'ailleurs, le motif à l'ordre public a été restreint dans son utilisation. Y compris, vous vous souvenez, on le mettait dans le cas pour placer quelqu'un en détention, on mettait il y avait un motif qui était le motif de trouble à l'ordre public, qui a été restreint, pour ne pas dire quasi abandonné, parce qu'on trouvait que c'était trop flou et trop large pour atteindre une liberté individuelle. Donc il faut faire très attention avec cette circulaire, parce que les préfets sont très en grande difficulté. Et je vous dis, le pire serait que M. Dieudonné fasse condamner l'État grâce à cette circulaire. Donc, le respect de la dignité humaine, le trouble des consciences... C'est un principe jurisprudentiel. Oui. Est-ce que ce sont des motifs d'interdiction? Non, mais c'est un motif de condamnation. De condamnation, mais pas d'interdiction. Pas d'interdiction. Il faut faire condamner. Et je vais vous dire une chose, M. Bourdin, qu'on dit peu. À force de toutes ces condamnations en récidive, faites par M. Dieudonné, plus les condamnations non exécutées, puisqu'il ne paye pas les amendes auxquelles il a été condamné, au bout d'un moment, il y a de la prison ferme qui tombe. Donc M. Dieudonné, un jour... devrait être en prison? Non, un jour sera incarcéré. Pourquoi? Demain, vous ne payez pas une pension alimentaire, vous ne payez pas des dommages et intérêts, vous pouvez être incarcéré. Vous pouvez être condamné à de la prison ferme. Donc M. Dieudonné, vous savez... Finira en prison? Avec toutes les condamnations qu'il n'exécute pas, au bout d'un moment, il y passera. Et vous savez que les condamnations, c'est la loi Guesso pour antisémitisme, en récidive, vous pouvez aller effectivement en prison. Bien. Vous avez vu la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, qui dit à peu près la même chose que vous. Hein. Mais même M. Jox, Pierre Jox, qui a été un grand ministre de l'Intérieur, dit même que Manuel Valls est un très mauvais juriste. Je me souviens, il s'en était pris à vous, Dieudonné, en juillet dernier. Vous vous souvenez, il était venu en robe de mariée à la maison centrale de Poissy. C'est un sale personnage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et donc, ce qu'il fait, moi, le sujet, c'est pas une histoire personnelle. Non, je vous dis, ce qu'il fait est grave, il commet des infractions. Donc, s'il commet des infractions... Il s'est même présenté comme le parrain de votre fille. Mais oui, mais c'est vrai. D'accord, mais ce qui est plus grave... Vous aviez porté plainte contre lui? Ce qui est plus grave, M. Bourdin, c'est son comportement et ses actions antisémites. Ça tombe sous le coup de la loi. Donc il doit être poursuivi et condamné. Poursuivi et condamné, que les condamnations soient mises à exécution. Donc les moyens utilisés par M. Valls devraient être donnés au ministère de la Justice pour qu'elle puisse faire son travail. Voilà. Alors, et là, M. Valls, je pense que cette manœuvre de diversion
Pourquoi? C'est à des fins personnelles et politiques? Non, mais je trouve c'est une manœuvre politicienne à vos yeux? Je vous dis, M. De la part de Manuel Valls, franchement. Écoutez, vous avez entendu les propos du général Soublet, le numéro 3 de la gendarmerie, sur l'état de la délinquance en France? Oui, je les ai lus, oui. Voilà, il a dit la vérité. Il dit qu'en France, il y a de plus en plus de mises en cause et une forte augmentation de la délinquance. Il s'est fait, effectivement, rappeler à l'ordre par le ministre de l'Intérieur parce qu'il dit la vérité sur l'état de la délinquance en France. La défiance, M. Valls, elle se fait pas à l'égard de délinquants, elle se fait à l'égard des forces de l'ordre. Je vous parle, parce que ça aussi c'est passé inaperçu, moi, vous savez, le retour du matricule pour les policiers, ça me choque. Parce que les policiers n'ont pas à décliner leur identité. Pourtant, ça existe dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, mais moi je trouve qu'ils n'ont pas... Non, mais sur le motif, le retour du matricule. Oui. On décline pas... Le policier ne doit pas décliner son identité avant de faire son boulot. Enfin, faut arrêter. En quoi ça l'empêche de faire son boulot? Moi, je considère que les policiers, aujourd'hui, c'est un corps très contrôlé. Ils font un travail difficile, dans des conditions de plus en plus difficiles. Et en particulier quand la délinquance augmente. Donc, si il y a des mesures de défiance à mettre en œuvre, c'est pas à l'égard des forces de l'ordre. Voilà. Donc, quand M. Valls rappelle à l'ordre le général qui dit la vérité, je trouve ça honteux. Voilà. Bien, Rachida Dati, parlons de politique, on est parti vers la politique, oui, on fait que ça. Paris libéré, c'est joli ça comme nom, comme slogan. Paris libéré, c'est super, c'est un mouvement dissident, on le sait, conduit par Charles Beigbeder. C'est un rassemblement d'aigris? Non, moi je regrette cette dissidence. Je regrette ce qui se passe. Mais je vais vous dire, on est à quoi? 2 mois et demi d'une échéance importante. Aujourd'hui, on a encore une chance de pouvoir gagner Paris. Encore une chance, oui. Oui, on a encore une chance. Non, mais on a une chance en politique, qu'elle soit petite ou grande, ça veut dire quoi? On a une chance de gagner Paris. Encore une chance, c'est pas très optimiste, ça, non? Non, parce qu'on est à 2 mois et demi d'une échéance électorale importante pour Paris. Donc si on pouvait aujourd'hui être mobilisé et totalement obsédé par la campagne... Mais pourquoi cette dissidence? Pourquoi tant de dissidence? Vous l'invitez, je n'en sais rien, je regrette, je le regrette. Vous faites partie de son camp. Mais moi, je fais partie des candidats investis par l'UMP et on fait campagne pour gagner Paris. Vous soutenez aveuglément Nathalie Kosciusko-Morizet. Je soutiens la candidate. J'emploie volontairement le mot aveuglément, Rachida Dati. Mais pourquoi vous dites ça? Comme ça, pour m'amuser. Ah bah oui, ça c'est sûr. Oui, pour m'amuser. Oui, moi, ça m'amuse. Non, pas du tout. Parce que je trouve que l'enjeu, bien sûr, c'est notre candidate. Moi, je veux qu'on gagne Paris. Oui. Et puis, moi, je m'adresse aux électeurs. Vous avez encore une chance. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut être mobilisé. Il nous reste à peine 2 mois et demi. À peine 2 mois et demi. C'est vrai qu'elle devrait écouter un peu plus les élus, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'avais dit, et d'ailleurs, on a pris ça comme une attaque, une polémique, donc maintenant je fais très attention à ce que je vais dire. Mais non, mais il n'y a pas de... parce que, vous parliez de liberté. Quand on est libre dans le ton pour pouvoir gagner, il faut se donner les moyens. C'est comme Valls qui rabroue un général qui dit la vérité. Il faut dire les choses pour gagner. Si vous ne dites pas les choses, on ne peut pas gagner, on ne peut pas avancer. On lui met des bâtons dans les roues, vous pensez? Est-ce qu'on lui met des bâtons dans les roues? Mais je peux vous poser la question, vous avez l'air d'être exaspéré par la moindre question que je vous pose. Non, pas du tout, je suis ravie d'être chez vous. D'accord, alors très bien alors. C'est pas ça, c'est que mettre les bâtons, ça fait pas... faut pas être chochotte en politique. Donc si on a peur d'avoir mal, si on a peur d'être critiqué, si on a peur d'être attaqué, il faut changer de job. Faut pas faire de politique. Donc, qu'on nous mette des bâtons dans les roues... Les barons, les barons sont les barons, les fameux barons de l'UMP... de Paris, ces fameux barons qui pensent d'abord à leur précaré. Alors, si les barons, ce sont ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont tous été réinvestis. Donc ils devraient être contents. Donc c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut faire campagne. Il faut parler aux Parisiens, parler de notre projet et pas parler des personnes. Parce qu'au bout d'un moment, on va arriver, le train va être passé. Donc il faut être mobilisé par les électeurs et aux Nathalie Parisiens. Kosciusko-Morizet de Rachida Dati, ce qu'elle disait de vous, la démesure fait partie de son charme. Oui, et moi j'ai répondu que Paris est la ville de toutes les démesures. Ah bon, d'accord. Donc ça fait, Donc si ça fait partie du charme, c'est pas désagréable. Bon, où est-ce que vous en êtes avec vos dissidents, vous, dans votre arrondissement? Il y en a partout. Mais évidemment, c'est toujours plus intéressant quand c'est moi. Mais non, c'est pas plus intéressant, c'est la réalité. C'est vous qui en parlez. Vous me dites, ils sont téléguidés par François Fillon, ils sont... Et je rêve là ou quoi? Vous n'avez jamais dit ça? Non, mais enfin, vous le pensez. Mais vous le pensez. C'est bien, vous êtes devenu télépathe? Non, je suis pas télépathe. Est-ce qu'on va gagner Paris? Je vous posais la question là, vous êtes télépathe. Vous avez une chance, oui. Mais non, mais les dissidents, moi je voudrais aussi parler aux électeurs parisiens. Quels que soient les électeurs. Il faut faire très attention avec l'élection à Paris. Pourquoi? Parce que le mode du scrutin est très particulier. Je vous donne le cas de 2001. En 2001, la droite était majoritaire en voix, mais minoritaire en sièges. Parce que le scrutin a une partie proportionnelle. Donc,
toute dissidence risque de nous faire perdre des sièges. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, on peut être tout à fait majoritaire en voix à droite et être minoritaire en sièges et on perdra Paris. Donc, il faut faire très attention avec ces dissidents qui risquent de nous faire perdre des sièges. Moi, vous savez, dans le 7e, j'ai 4 sièges. La gauche m'en a enlevé un. Donc, moi, la dernière fois, j'avais fait une totale. 4 sur 4 5 sur 5. 5 sur 5, pardon, voilà. Il y en avait 5. Alors qu'avant, il y en avait 4. Oui. Enfin, la droite en avait perdu un. Moi, je les ai tous récupérés. Aujourd'hui, la gauche m'en a enlevé un. Donc, il y en a 4. Donc, par exemple, si vous avez des dissidences, même si je suis réélu, on peut perdre un siège. C'est dommage parce que moins vous avez de sièges, donc vous n'avez pratiquement pas de chance d'avoir un maire de Paris de droite. Donc il faut faire très attention avec ces dissidences. C'est pas qu'ils peuvent faire basculer forcément les arrondissements, ils peuvent faire perdre des sièges qui ne nous permettraient pas effectivement d'avoir un maire de Paris de droite. Rachida Dati, le divorce par consentement mutuel sans passer devant un juge, vous aviez essayé? Oui, moi j'avais proposé... Vous étiez heurté aux avocats. Oui, vous avez proposé que les notaires... Oui. Alors d'abord, moi pourquoi j'avais proposé ça? D'abord, je voulais, alléger les juridictions, c'était un premier objectif, et aussi raccourcir les délais de jugement pour faciliter la vie des personnes concernées. Et pourquoi j'avais mis un notaire? Parce qu'on sortait de la juridiction, mais que si... évidemment... divorce non contentieux, par consentement mutuel, et que s'il y avait une difficulté, là on ressaisissait le juge. On ne voulait pas que ce soit uniquement le notaire et qu'en cas de difficulté, il gère tout seul. Là, donc voilà l'objectif du projet que j'avais effectivement mis sur la table. Aujourd'hui, ce que propose Madame Taubira, c'est de dire ça allège, ça n'allège pas, parce que ça reste au tribunal, donc parce que ça serait le greffier qui ferait ça. Et puis la deuxième chose, ça créerait encore un nouveau corps de fonctionnaires, parce qu'il faudrait créer des greffiers juridictionnels. Parce qu'aujourd'hui, les greffiers ne peuvent pas liquider des communautés, pardon du terme technique, ce que peuvent faire les notaires. Et donc, d'une part... On pourrait liquider la communauté devant le notaire et juste passer devant le greffier pour mais il faut que le greffier... divorcer. Oui, il faut changer le statut du greffier, donc vous créez un nouveau corps de fonctionnaires. Et je vous rappelle que la procédure... toute procédure civile, c'est que le juge doit être absolument assisté d'un greffier. Donc si vous enlevez un greffier pour faire... donc vous alourdissez forcément le travail de la juridiction et vous allongez les délais de jugement. Il faut essayer de simplifier tout ça et ne plus passer devant le juge. Je crois, de mémoire, dans certains cas, évidemment. Dans les années 70, vers 75 ou 76, le projet avait été déjà mis sur la table de dire est-ce qu'on ne peut pas simplifier les divorces non contentieux? Ça fait partie des conservatismes de ne pas pouvoir arriver à... trouver des solutions. C'était pas le sujet des magistrats. En plus, c'était pas une contestation des magistrats, parce que comme on veut toujours essayer de ramener aux magistrats, c'était pas le cas. Mais à un moment donné, il faudrait effectivement dire que tout ce qui n'est pas contentieux, est-ce qu'on pourrait... Le surendettement, par exemple, moi je suis très contente parce qu'on a simplifié les procédures de surendettement. C'est-à-dire qu'on ne mobilise pas toute une juridiction pour des procédures de surendettement. Est-ce que vous gagnez 8 fois plus que vous ne le dites? Alors, 8 fois plus par rapport à quoi? Je ne sais pas, par rapport à ce que vous gagnez en étant députée européenne. Tout ce que je peux vous dire... Non, mais, monsieur Parce que vous avez vu les articles, vous avez répondu... j'ai attaqué mon avocat. Vous savez que vous avez attaqué ou pas, là? Bien sûr. Vous avez déposé plainte? Bien sûr. Contre qui? Contre les journalistes qui ont sorti ça. Le Point, notamment. Le Point, vous savez, mais Le Point, ils sont en récidive me concernant. Mais je l'avais dit une fois, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les journalistes qui avaient déjà atteint gravement ma vie privée, et par des ragots et des mensonges. Donc ces journalistes qui ne déversent que de la poubelle, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que ça n'honore pas votre profession. Et c'est comme les journalistes qui font des papiers contre vous et qui vous appellent jamais. Jamais. Et ils vous font parler dans les papiers alors qu'ils ne vous ont jamais appelé. Donc les papiers truffés de mensonges, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Donc mes avocats sont saisis, les journalistes du Point ont été renvoyés. Et les journalistes du Point plaintes sont déposées. Non mais les journalistes du Point, ça va plus loin, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Donc, non mais, c'est pas une mince affaire. Donc au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, j'avais dit, ils devraient s'intéresser peut-être à la vie privée de leurs dirigeants. Mais ils le font pas, c'est leur patron. C'est tellement plus simple de s'attaquer. Et puis, autre chose, M. Bourdin. Vous savez, moi, tout ce que je gagne par mon travail. Je ne suis pas une rentière, je ne suis pas une héritière. Et tout est transparent, tout est déclaré aux impôts, je paye des impôts, et moi je ne fais pas d'optimisation fiscale. Donc comme certains, en créant ou en donnant aux enfants, ou en créant des SCI, je ne suis pas là-dedans. Moi je suis ravie de pouvoir gagner de l'argent, c'est déclaré, c'est transparent, et je paye des impôts. Voilà. Et ce que je gagne, j'ai travaillé pour gagner. Vous savez, je travaille à plein temps depuis l'âge de 16 ans et demi. Donc je ne vais pas non plus avoir honte d'avoir travaillé, d'avoir gagné de l'argent et de payer des impôts. Voilà. Rachida Dati, notre invité, 8h56, RMC, BFM TV.